Oui, tout d'abord, un grand merci à Sabine Hugues et à la Cité des Sciences pour l'organisation de ces soirées. Et je vais vous proposer d'explorer l'impact de l'homme sur la biodiversité. Je ne vais pas le faire d'un point de vue, j'irais, de biologiste. Je ne vais pas vous expliquer à quoi sert la biodiversité ou pourquoi il faudrait la préserver, mais plutôt d'explorer cette question sous un angle assez différent de ce que l'on entend d'habitude, à savoir un angle historique. La première question qu'on peut se poser lorsqu'on réfléchit à l'impact de l'homme sur la biodiversité, c'est à savoir quand a commencé cet impact. Quand j'ai commencé ces recherches, je partais de l'idée que cet impact était probablement lié à l'émergence des sociétés industrielles ou éventuellement à l'émergence des grandes sociétés antiques, des grands empires comme l'Empire romain ou l'Empire chinois. Éventuellement, peut-être encore plus loin, au moment où l'être humain commence à avoir une agriculture et à domestiquer des espèces. En fait, cet impact est beaucoup plus ancien que ça et remonte à la sortie de l'Afrique de l'espèce humaine. Cette sortie et cette colonisation du globe s'est faite en étapes successives. Vous voyez ici quelques étapes. D'abord le Moyen-Orient, puis l'Asie, l'Europe, l'Australie, bien évidemment. Et ce qui caractérise cette expansion humaine à la surface de la Terre, c'est qu'elle s'est toujours accompagnée d'une vague assez massive de disparition d'animaux. Pas n'importe quels animaux, d'ailleurs, des gros animaux. Cette question a soulevé des débats absolument féroces dans les communautés scientifiques entre grosso modo deux écoles. Une école qui explique que c'est les évolutions climatiques qui a fait disparaître cette grande faune. Je vais vous donner quelques éléments pour comprendre ce que c'est que cette grande faune. Et une autre école qui dit non, c'est bel et bien l'arrivée de l'espèce humaine. Il est probable que la réalité se situe entre ces deux pôles, entre ces deux explications, et que à la fois le climat et l'espèce humaine ont contribué à l'extinction de cette grande faune. Cette grande faune, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la faune de l'âge de glace, que vous connaissez certainement, au moins à travers les films d'animation qui ont eu un grand succès. Alors bien sûr, quand on parle de la faune de l'âge de glace, on pense évidemment au mammouth. Mais le mammouth n'est qu'une espèce parmi d'autres. Cette grande faune qui disparaît à l'arrivée de l'être humain, par exemple dans les Amériques, il y a des glyptodons qui pèsent jusqu'à 2 tonnes, les lanstags, environ 700 kilos, ou des paresseux géants qui pouvaient peser jusqu'à 4 tonnes. Dans cette controverse qu'il y a autour du rôle de l'homme préhistorique dans la disparition de cette mégafaune, de cette grande faune, l'un des arguments de poids, si j'ose dire, en faveur du rôle de l'homme, c'est le côté asynchrone de ces disparitions. Par exemple, les disparitions qui a lieu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, se déroulent vers 12 000 ans, 15 000 ans, à la fin de la dernière glaciation. Mais les disparitions qui ont lieu dans les Caraïbes se situent plus tard. Or, qu'est-ce qui se passe plus tard? C'est que l'homme arrive lui aussi plus tard dans les Caraïbes, quelques milliers d'années plus tard. Cette disparition, ce n'est pas simplement que l'extinction d'une faune cocasse et pittoresque, d'animaux extrêmement lourds, c'est également des changements profonds dans le fonctionnement même des écosystèmes. Si je prends l'exemple de l'Amérique du Sud, il y a 10 000 ans, le plus gros frugivore, le plus gros animal qui consommait des fruits, était un gonfoptère qui est, je dirais, un cousin des éléphants, et il pesait 7 tonnes et demie. Aujourd'hui, le plus gros frugivore ne pèse plus que 300 kilos, c'est le tapir de Berne. Mais lui-même est menacé. Si jamais il venait à disparaître dans la nature, le plus gros frugivore restant ne ferait plus que 9 kilos. Vous voyez l'érosion progressive qui fait que forcément les fruits dispersés, consommés avec toute la, comment dire, la dispersion des graines par ces animaux change en fonction, bien évidemment, des tailles. Et l'exemple de l'Amérique du Sud peut se trouver, bien évidemment, ailleurs. Ces extinctions sont en grand nombre à cette époque. On estime que pour l'Amérique du Sud, ce sont environ 70 espèces d'animaux qui disparaissent à l'arrivée de l'homme. À Madagascar, il y a 5000 ans, c'est la totalité des mammifères de plus de 40 kilos qui disparaissent. C'est
extinctions sont très connues dans certains cas, comme par exemple la colonisation des îles du Pacifique. Cette colonisation s'est faite en plusieurs vagues successives et c'est toujours accompagné d'extinctions plus ou moins importantes. Lorsque la Nouvelle-Calédonie est colonisée il y a 3000 ans, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, ce sont plus de 20 espèces d'oiseaux qui disparaissent alors. Les îles Tonga, en 900 avant Jésus-Christ, c'est plus de 22 espèces. Et comme ça, étape après étape, on va observer le même fonctionnement, le même processus. L'être humain arrive, colonise une île et va entraîner des extinctions. Les îles Cook, plus de 11 espèces. Les îles de la Société, colonisation qui a 1 millier d'années, pas plus de 13 espèces. Hawaï, vers 1200 de notre ère, plus de 62 espèces d'oiseaux. L'île de Pâques, à peu près à la même époque, entre 29 et 34 espèces de vertébrés. Et enfin, la dernière grande île à être colonisée par l'être humain, la Nouvelle-Zélande, en 1280, ce sont plus de 44 espèces d'oiseaux qui disparaissent. Ces extinctions ne se concernent pas que des écosystèmes très particuliers que sont les îles, qui sont très fragiles. Les oiseaux qui disparaissent dans ces îles sont de grande taille, ne connaissent pas de prédateurs. Lorsque l'être humain arrive, ils sont des proies faciles. Tout le monde connaît l'histoire du dodo, mais cette histoire du dodo se reproduit non seulement à la Réunion, mais également sur d'autres îles, pas simplement que dans les Mascareignes, mais également dans le Pacifique. Cette érosion de la biodiversité peut être constatée également sur les continents. La Chine nous donne un bon exemple. Quand on regarde la répartition de l'éléphant en Chine, il y a 7000 ans, vers l'an 5000 avant Jésus-Christ, on retrouve à peu près des éléphants sur toute la Chine actuelle. Et peu à peu, au fil du temps, l'éléphant va connaître une régression certaine jusqu'à avoir aujourd'hui que des populations tout à fait résiduelles dans l'extrême sud de la Chine. Beaucoup d'historiens estiment que la Chine antique a eu un impact sur la nature beaucoup plus radical que n'a eu, par exemple, l'Europe antique ou la Méditerranée antique. Il faut aussi savoir que ce n'est pas simplement que l'effet de la colonisation, je dirais, de l'augmentation démographique. L'Asie a toujours été beaucoup plus densément peuplée que l'Europe, mais ça résulte aussi d'une modification délibérée des écosystèmes. Par exemple, dans les textes chinois antiques, on trouve une indication comme quoi les forêts étant le siège des esprits maléfiques, il fallait déforester. Et qu'un bon paysage, entre guillemets, était un paysage sans forêt. C'est cette attitude qu'on retrouve donc dès l'époque préhistorique, dès l'Antiquité, va se retrouver amplifiée, accélérée, lorsque, à la Renaissance, l'Europe entame sa colonisation, notamment des Amériques, mais pas seulement, la colonisation en quelque sorte du monde, et se met en place un système économique extrêmement particulier qui a été qualifié d'économie destructrice. C'est-à-dire qu'il s'agit d'arriver quelque part, d'en tirer le maximum de richesse, quelles que soient les conséquences humaines ou naturelles, et de prendre le fruit de cette richesse pour l'emmener ailleurs, et en général en Europe, pour une petite minorité. Cette économie destructrice se caractérise par la domination de l'homme par l'homme, mais également la domination de la nature par l'homme. Et ça aussi, c'est un phénomène historique que l'on peut toujours observer dès qu'on se penche sur ces questions sur un long terme, c'est que le rapport de domination qui existe à travers ces deux gravures de façon manifeste qui datent de la Renaissance, se retrouve. Et on ne peut pas expliquer l'un sans chercher à expliquer l'autre et vice-versa. Je peux prendre par exemple l'exemple des Caraïbes. Lorsque les Européens arrivent, ils vont pratiquer, pas forcément volontairement, on sait le rôle des maladies, un véritable génocide sur les populations amérindiennes qui, dans les Caraïbes, disparaissent en moins d'un siècle, mais ça résulte aussi d'une volonté d'exploitation, c'est-à-dire on va mettre en place très très tôt, dès le début, une exploitation radicale des écosystèmes par la culture de canne à sucre qui oblige à la mise en place de l'esclavage transatlantique. Et on va avoir dans le même temps l'exploitation de cette nature et l'exploitation absolument sauvage et sans limite des hommes. Cette
cet impact sur l'environnement va se traduire par des choses qui sont parfois un peu complexes à appréhender. Par exemple, quand on regarde, si on pesait de façon hypothétique, tous les animaux de plus de 40 kilos, tous les gros animaux à l'époque de la préhistoire, on aurait un certain volume, une certaine masse. Et en fait, vers l'an 1000, au moment du Moyen-Âge européen et du début de l'essor de l'Europe, cette quantité totale d'animaux de plus de 40 kilos n'a pas été modifiée. On n'a pas récupéré ce qu'on a perdu au moment de la préhistoire. Il faut attendre l'époque industrielle pour que s'inverse cette tendance et que peu à peu, on repeuple en quelque sorte la Terre. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'animaux sur Terre depuis, je dirais, l'origine des temps. Si on pesait tous les gros animaux, on n'en a eu jamais autant. En fait, on a fait disparaître une mégafaune et on l'a remplacée. On l'a remplacée par quoi? En fait, essentiellement une chose, c'est le bétail. C'est-à-dire que cette augmentation du poids total des animaux a été rendue possible par la transformation d'une terre sauvage en une terre dominée par l'espèce humaine. Alors bien sûr, dans cette histoire où on va raconter énormément on va utiliser très souvent le mot d'extinction, disparition, il y a des histoires qui sont un peu plus optimistes, on va dire, et je vais vous parler de la loutre de mer. Elle fait l'objet, c'est un animal qu'on trouve dans le Pacifique Nord, et elle fait l'objet d'une exploitation absolument féroce au XVIIIe et au XIXe siècle. Par exemple, en Californie, ça représente environ 2000 peaux par an, et en Alaska, 6700 peaux. Ça paraît pas beaucoup, mais vous allez voir les conséquences que ça va avoir. Avant 1740, on estime, là vous avez la répartition en rose de cette loutre de mer, qu'il existe dans cette zone entre 150 000 et 300 000 loutres de mer. Après cette période de chasse qui va se mettre en place au XVIIIe puis au XIXe siècle, il ne reste plus que 2000 individus regroupés dans 11 colonies. En 1911, la situation est tellement catastrophique pour la loutre de mer que les États riverains, c'est-à-dire la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, décident de faire un accord, un traité international pour sauvegarder cette loutre de mer. Il ne s'agit pas du tout d'un principe altruiste, il ne s'agit pas que subitement on se rend compte que vraiment le monde serait appauvri s'il n'y avait plus de loutres, mais il y a tellement peu d'individus que la chasse n'est plus rentable et que tant qu'à faire à avoir une chasse pas rentable, autant l'interdire pour essayer de sauvegarder ce qui peut l'être. Malgré ce traité, en 1920, il y a 2 colonies situées au Canada et en Californie qui disparaissent. Se met alors en place peu à peu un programme de protection active de la loutre, et aujourd'hui, on a pu, par des élevages, par des réintroductions, retrouver un semblant de répartition de la loutre de mer. Donc vous voyez, la situation peut avoir comme cela des effets pas totalement négatifs. Mais ce phénomène de fragmentation, et d'ailleurs il faut souligner que de passer d'une population d'environ 200 000 individus à 2000, ça représente 1%. En 1911, il ne reste plus que 1% des loutres à l'origine. Cela constitue également un goulot d'étranglement génétique. On a perdu énormément de la diversité génétique qui constituait les populations de loutres de mer au XVIIIe siècle. Ce qui fait que les loutres de mer survivantes aujourd'hui ont moins de diversité et moins de faculté de résistance aux changements, par exemple, climatiques ou à l'apparition d'une nouvelle maladie. Ce phénomène de fragmentation extrême des populations sauvages va se retrouver à peu près partout sur Terre. Je vous donne un autre exemple, c'est la répartition des éléphants en Afrique. En 1900, on estime qu'ils sont présents à peu près partout dans l'Afrique subsaharienne. On a fait disparaître en fait durant l'Antiquité les éléphants en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, il ne reste plus que ça. Et encore, les zones violettes, il y en a de 2 couleurs, parce qu'il y a les zones violettes foncées où on a un espoir de rencontrer encore des éléphants, et les autres où probablement, enfin, on pense qu'il peut y en avoir. L'histoire permet aussi non seulement de tracer ces sortes de bilans sur le long terme, mais c'est éventuellement de repenser la crise écologique actuelle. Et je vais vous donner un exemple. Cette courbe montre l'évolution
des quantités de morue qui se trouvent dans un bassin particulier qui est le plateau néo-écossais au large de Terre-Neuve. Une zone fréquentée dès la Renaissance, peut-être même un peu avant, par les pêcheurs, parce que c'était une zone extrêmement poissonneuse. Et quand on regarde cette courbe, entre 1970 et 2000, on constate qu'il y a un effondrement des populations suite à la surpêche. La situation est tellement catastrophique que le gouvernement canadien décide, dans les années 2000, d'interdire la pêche. Il y a plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent au chômage à Terre-Neuve parce qu'on est au bord de l'extinction de cette population de poissons. On va prendre cette courbe et on va la mettre sur le temps long. C'est-à-dire qu'on ne va plus regarder la partie 1970-2000, on va remonter jusqu'en 1850. Alors pourquoi 1850 ? C'est parce qu'on a conservé dans les archives des journaux de bord qui permettent de reconstituer les volumes de pêche et grâce à ces volumes de pêche de reconstituer les populations de morues au milieu du 19e siècle. Et pourquoi on doit changer d'échelle non seulement à l'horizontale, de façon chronologique, mais également verticalement, parce qu'on estime qu'en 1850, voilà où étaient les populations de morues. Si on regarde juste la période actuelle, on se rend compte que la situation est vraiment pas terrible. Mais si on la replace sur le temps long, on se rend compte qu'on part d'une situation encore plus catastrophique. Et que les populations de morues qui étaient tout là-haut, au milieu du 19e siècle, se sont retrouvées tout en bas au jour d'aujourd'hui. Cette transformation se fait non seulement pour des espèces particulières, mais également pour des habitats particuliers. On va prendre l'exemple de la baie de San Francisco. En 1806, elle ressemble à ça. Il n'y a quasiment pas de colonisation espagnole ou anglaise ou américaine. Les Indiens vivent à peu près, surtout à l'intérieur des terres, comme avant l'arrivée des Européens, même s'ils ont connu quelques épisodes épidémiques. En 1846-47, c'est-à-dire 40 ans plus tard, il y a une petite colonie qui s'est installée, pas très grande. Les Russes se demandent même s'ils ne vont pas essayer d'annexer la Californie à ce moment-là, mais ça ne va pas se faire. Et ce qui va changer, c'est un peu plus tard, c'est la ruée vers l'or qui va décupler la population. Et en moins de 20 ans, la baie de San Francisco ressemble à ceci. Et voici la baie de San Francisco aujourd'hui. Cette histoire qu'on peut retracer à travers comme ça des exemples iconographiques, on peut le retracer aussi sous forme de courbe. Par exemple, on peut retracer la diversité des végétaux durant l'histoire. Et on se rend compte qu'effectivement, il faut attendre les années 1800, le début de cette ruée vers l'or, pour voir un effondrement brutal de la diversité des végétaux. Pour les oiseaux, c'est pareil. Alors, il y a deux différences. C'est qu'avant 1800, ce n'est pas tout à fait à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a la prédation amérindienne. Les Indiens consomment des oiseaux. Donc, on observe en fait une régression du nombre d'oiseaux par rapport à la situation s'il n'y avait pas d'êtres humains. Et pourquoi ça s'améliore à partir de 1900 ? C'est parce qu'on met en place les premiers textes de loi de protection des oiseaux qui portent leurs fruits. Et bien sûr, ces exemples sont à peu près similaires si on prend d'autres catégories comme les poissons ou les invertébrés marins. Si on regarde l'ensemble de la diversité naturelle, mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, invertébrés, végétaux, à peu près toutes ces courbes racontent la même histoire. Arrive cette ruée vers l'or, ce peuplement massif de ce territoire et un effondrement des populations. En fait, pas de toutes les populations. Si on regarde la courbe concernant les êtres humains, celle-ci va s'envoler. C'est-à-dire au moment où s'effondre la diversité biologique, la quantité d'êtres humains dans cet endroit augmente absolument considérablement. Alors, bien sûr, on pourrait tirer de cette histoire une conséquence pratique, pragmatique, je dirais presque, qui consiste à dire qu'on a effectivement détruit la biodiversité, mais c'était pour le bien de l'humanité. Il fallait bien chasser, il fallait bien s'installer quelque part, il fallait bien construire des maisons, il fallait bien faire quelque chose. On en a tiré un profit. En fait, quand on regarde dans le détail, c'est loin d'être évident. Et je vais vous donner un exemple.
c'est l'impact de l'industrialisation sur l'espérance de vie. Vous avez deux courbes sur le 19e siècle. En bleu, c'est la moyenne de l'espérance de vie en Angleterre. Et en jaune, c'est les grandes villes britanniques. Et vous voyez le décalage qu'il y a entre les deux. Or, qui subit la transformation de l'industrialisation? Ce sont les villes en Angleterre. À Liverpool, par exemple, on vit moins longtemps au milieu du 19e siècle que durant le Moyen Âge. On dit l'industrialisation a apporté de la richesse. Oui, mais à qui? Pas aux ouvriers des villes. La mortalité est tellement rapide qu'on arrive à maintenir des ouvriers dans les usines uniquement parce qu'on compte sur les mouvements migratoires venant des campagnes. Et en fait, on repeuple les manufactures, les usines, grâce aux viviers qui se trouvent dans les campagnes où on vit plus longtemps. Et l'amélioration, en fait, se fait non pas parce que la richesse gagne du terrain, mais parce qu'on va finir par mettre en place des mesures d'hygiène et notamment à travers des hôpitaux ou des dispensaires qui permettent d'améliorer un petit peu la situation. Il faut aussi imaginer que cette destruction de la biodiversité repose sur ce qu'on peut appeler les préjugés culturels. Alors bien sûr, tout le monde a des préjugés dictés par sa culture, mais même les scientifiques ont ces préjugés. Je vais vous donner un exemple d'une conséquence de l'existence des préjugés culturels parmi les scientifiques. Si on regarde le nombre d'espèces connues, on se rend compte que entre les plantes, les vertébrés et les invertébrés, voici comment ça se répartit. Il y a 18% de plantes, 3% de vertébrés, il y a très très peu de choses, et 79% d'invertébrés. On vit essentiellement dans un monde de petites bêtes et de plantes. Quand on regarde maintenant les publications scientifiques, on se rend compte que 20% des publications traitent des plantes. C'est à peu près similaire à ce qu'on trouve dans la nature. Dans le cas des vertébrés, on passe à 69%. Et bien sûr, ceux qui trinquent, en quelque sorte, ce sont les invertébrés. Ils ne sont plus que 11% du total. Ça, c'est un exemple des préjugés. Mais on peut aller encore plus loin. On a l'impression que les vertébrés sont les vernis de cette histoire. Si on regarde un peu plus loin et qu'on regarde la répartition entre les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les poissons, on se rend compte que la diversité naturelle, c'est faite essentiellement de poissons. Maintenant, on regarde les publications. Il y a également ce type de préjugés. Les poissons, on ne s'intéresse pas beaucoup. Les petites bêtes, je ne vous raconte pas. Quand on est jeune et qu'on veut se spécialiser dans un domaine scientifique, on ne va pas choisir les poux. On va choisir les oiseaux, on va choisir les grands prédateurs parce que c'est noble. Et forcément, il y a une sorte de dérive de la recherche scientifique qui va privilégier ce que l'on privilégie culturellement et qui va moins étudier ce qui est moins valorisé culturellement. Je voulais terminer par essayer aussi de vous indiquer que cette histoire, en fait, n'est qu'une histoire partielle. C'est-à-dire que lorsque l'industrialisation frappe l'Europe, si j'ose dire, beaucoup vont réfléchir à ces impacts. C'est-à-dire que l'idée que le progrès au XIXe siècle est une, comment dire, une fée joyeuse et que tout le monde est absolument convaincu de ses bienfaits est une idée fausse. Beaucoup de gens s'inquiètent de ce progrès. Lamarck, par exemple, en 1817, estime que l'homme est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Un peu plus tard, George Perkins Marsh, en 1864, déclare que la Terre est en train de devenir rapidement une maison impropre à son plus noble habitant. Élisée Reclus, en 69, une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Durant tout le XIXe siècle, et bien sûr le XXe siècle, en parallèle à cette explosion de l'industrie, à ce progrès, entre guillemets, triomphant, on va trouver des penseurs qui vont non seulement critiquer le progrès, qui vont se poser des questions sur cette notion. Par exemple, Élisée Reclus a une très jolie formule. Il estime qu'on ne peut pas simplement que parler du progrès, il faut parler de son opposé qu'il appelle régret.
Il y a du progrès, il y a du regret. Il va même plus loin, il estime que dans tout progrès, il y a des éléments de regret. Et on est face aujourd'hui à des problèmes environnementaux majeurs. Il s'agit effectivement de repenser les choses, mais c'est quelques exemples, parce qu'on pourrait bien sûr développer cela de façon plus complète. C'est juste pour vous inviter à vous dire que le problème actuel n'est pas simplement que scientifique. C'est un problème qui est social, qui est politique, qui est économique, qui est éthique. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Et cela fait maintenant 2 siècles que des gens s'intéressent et s'interrogent sur ces notions-là. Et il y a toute une littérature qui est un peu perdue de vue, qui permettrait de se poser peut-être des questions un petit peu originales. Alors, très rapidement, puisque le format 30 minutes oblige à condenser un petit peu tout ça, j'ai essayé de vous présenter l'intérêt de cette approche. Alors, une bonne partie de ces exemples sont tirés de ce livre « L'homme et la nature ». Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de quitter une sorte de territoire bien connu où les scientifiques, les biologistes essentiellement, s'expriment pour aller voir ce que peuvent raconter d'autres types de spécialisations. Je vous remercie. Bonsoir, est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je voudrais d'abord m'excuser du retard mis pour arriver. Et donc je vais vous faire un point sur l'état des connaissances sur l'évolution du climat à travers les conclusions principales du 5e rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc c'est un travail collectif que je vais vous décrire brièvement. Et pour ce 5e rapport qui a été coordonné pour la partie physique du climat par un scientifique suisse, Thomas Stocker, un scientifique chinois, Chin Dare, et qui a été rédigé par plus de 259 auteurs de 39 pays. Alors je vais introduire brièvement comment on passe des sciences du climat, c'est-à-dire de la recherche dans les laboratoires, à cette synthèse qui est indispensable compte tenu à la fois d'un champ scientifique foisonnant et des enjeux politiques au sens noble, au sens large, liés aux conséquences d'un climat qui change. Alors quelques repères en termes d'histoire des sciences. Le terme même de climat vient du grec, les Grecs ayant observé que l'inclinaison, climat veut dire inclinaison, l'inclinaison des rayons du soleil est à l'origine des contrastes de température entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, ou entre l'Égypte et l'Écosse, qui était la gamme de leurs explorations. Dans l'Antiquité, on avait inventé les premiers instruments de mesure, et vous avez dans la petite vignette en haut à gauche des marches graduées qui permettaient de mesurer, d'enregistrer la hauteur des crues du Nil. Dans l'Égypte ancienne, un des premiers États centralisés, ces crues du Nil étaient critiques pour la production agricole et pour les recettes fiscales. Et il y avait une volonté de caractériser cette variabilité des pluies de mousson sur un temps long, puisque ces méthodes de mesure ont été appliquées pendant des milliers d'années. Les sciences du climat moderne sont nées au XVIIe siècle avec les instruments de mesure, le thermomètre 1659, et puis avec la volonté d'observer les conditions météorologiques à grande échelle. Donc cette échelle planétaire, elle a été atteinte dans le milieu du XIXe siècle avec de grands réseaux de mesures météorologiques. Et puis au cours du XXe siècle, elle s'est élargie progressivement à l'observation des océans, en surface et en profondeur, de manière de plus en plus systématique, et également à l'observation depuis l'espace, qui permet d'appréhender le fonctionnement de la machine climatique dans toute son échelle spatiale. À côté de cette capacité d'observation et de tout ce travail de grandes bases de données pour suivre les différents compartiments du système climatique, on a également les briques de base de la physique appliquées à l'atmosphère, à l'océan, aux échanges d'énergie, d'eau, de carbone dans les différents éléments du système climatique, qui intègrent également la surface des continents et les surfaces donc végétales,
la partie océanique avec la partie vivante des océans qui y contribuent, et puis également toutes les glaces. Donc, ces briques de base de la physique, c'est la physique des fluides, la thermodynamique avec le rôle de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et puis les transferts radiatifs avec des pionniers comme Joseph Fourier ou Svante Arrhenius qui ont formalisé le fonctionnement de l'atmosphère terrestre, qui laisse passer la majeure partie du rayonnement solaire, sauf celle qui est réfléchie. Alors réfléchie par les sols, réfléchie par les nuages et également par certaines particules présentes dans l'atmosphère. Et ensuite, donc, cette énergie réchauffe la surface de l'atmosphère, la surface des continents et des océans. Et en retour, on a une émission de rayonnement infrarouge dont une partie va être piégée dans les basses couches de l'atmosphère par un certain nombre de constituants comme le dioxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau, qui vont emmagasiner de l'énergie dans les basses couches de l'atmosphère. Donc cette physique, c'est une physique bien établie au XIXe siècle, raffinée au XXe siècle, et qui a permis petit à petit, grâce à la puissance de calcul, de modéliser d'abord le fonctionnement de l'atmosphère, c'est-à-dire le mettre en équation, et à partir de l'état initial de l'atmosphère, anticiper sur quelques jours son évolution, c'est la prévision météorologique, et de la même manière en représentant pas uniquement l'atmosphère, mais aussi l'océan, la surface des continents, les glaces et toutes leurs interactions, modéliser cette fois le fonctionnement du climat et sa réponse sur le long terme, des périodes de l'ordre d'un siècle ou plus, sa réponse à différents types de perturbations. Et enfin, un dernier élément qui m'est cher, c'est le fait de caractériser et comprendre l'évolution passée du climat. Donc, au XIXe siècle, on a eu la connaissance scientifique de plus en plus fine, d'abord par les travaux des naturalistes, des géologues, des glaciologues. Donc cette conscience que le climat terrestre n'est pas quelque chose de figé, mais qu'il a varié au cours du temps. Et puis au XXe siècle, la capacité de dater, de quantifier ces changements, donc de caractériser précisément l'évolution passée du climat et de comprendre les mécanismes qui font évoluer le climat de la Terre en réponse à différentes perturbations. Donc c'est une communauté scientifique assez large, à peu près 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs en France, environ 20 000 dans le monde, plus de 15 000 publications scientifiques par an. Vous voyez bien l'impossibilité pour tout un chacun de faire ne serait-ce que le point sur l'état des connaissances. Et compte tenu du fait que nous vivons une période de climat qui change, que nos activités modifient profondément la composition de l'atmosphère en ajoutant des gaz à effet de serre, depuis la fin des années 1980, il y a eu, à la demande à la fois des Nations Unies et de l'Organisation météorologique mondiale, la mise en place d'un effort extraordinaire de synthèse de ces connaissances à travers donc ce groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, il a été établi en 1988. Sa mission est uniquement de rédiger des rapports. Le GIEC ne fait pas de recherche. Et ensuite, le GIEC est constitué d'un groupe fluctuant de scientifiques qui vont être les auteurs de chaque rapport. Il y a un renouvellement à 60% des auteurs d'un rapport à l'autre. Et ensuite, il y a la recherche d'un équilibre dans la représentation des différents pays. Et même, on a quelques femmes qui participent à cette rédaction. Donc, ce travail est organisé en 3 groupes. Le premier groupe qui fait l'état des connaissances sur la physique du climat au sens large. Le deuxième groupe qui va travailler davantage sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les activités humaines et les voies d'adaptation. Et puis le groupe 3 qui va spécifiquement travailler sur les aspects économiques et donc les stratégies à la fois d'adaptation et d'atténuation, c'est-à-dire de limitation des impacts des activités humaines sur le fonctionnement du climat. Donc moi, je vais me focaliser sur la partie de synthèse du groupe 1, dont le dernier rapport vient d'être approuvé à Stockholm en septembre dernier. Le rapport du groupe 2 sera rendu public en mars 2014 et celui du groupe 3 en avril 2014. Alors une spécificité du travail qui est fait, c'est une formulation calibrée de l'incertitude. Donc en fait, on passe énormément de travail et de temps pour évaluer les différents éléments dont on dispose, évaluer leur cohérence, quantifier donc le degré de confiance qu'on accorde à une conclusion, confiance faible, moyenne ou élevée. Et puis quand cela est possible, par exemple quand on utilise un ensemble de simulations différentes pour évaluer quels peuvent être les risques climatiques futurs, on va donner en fait une gamme d'incertitudes qui est associée à une estimation de la probabilité pour un chiffre donné. Alors, ça fait partie évidemment de l'approche scientifique. Ça rend nos rapports extrêmement pénibles à lire, je pense.
Et donc, dans les points clés que je vais vous présenter, je vais passer rapidement sur les niveaux de confiance, mais qui sont à chaque fois en fait présents. Et évidemment, dans les points clés et les conclusions présentées, on se focalise sur les éléments pour lesquels le niveau de confiance est au minimum moyen, voire élevé. Mais une énorme partie du travail consiste à évaluer l'état des connaissances, identifier là où on a des points de blocage, des controverses scientifiques. Ça fait vraiment partie de ce travail d'évaluation. Donc, pour résumer, 9200 publications citées dans ce rapport, 259 auteurs, répartis en 14 chapitres. Donc ça ne fait pas beaucoup d'auteurs pour chaque chapitre, entre 10 et 17. Donc on a nécessité, pour couvrir tous les champs thématiques donnés, de solliciter des contributeurs supplémentaires qui sont au nombre de 600. On a reçu en 3 phases de relecture plus de 50 000 commentaires. Donc ça, c'est la démarche scientifique habituelle. Donc chaque article scientifique, avant d'être publié, est soumis au jugement par les pairs, donc par les spécialistes de la question. Donc là, en fait, on le déploie de manière assez large et en plusieurs étapes avec des experts de la communauté scientifique qui sont volontaires et également avec un appel à des experts nommés par les gouvernements qui complètent le champ des regards et des expertises. Donc au total, 14 chapitres organisés en faisant le point sur les observations, les climats passés, les perturbations qui s'exercent sur les échanges de rayonnement entre l'atmosphère et l'espace, les changements du cycle du carbone et enfin une évaluation des risques futurs en ce qui concerne le climat à échelle de 30 ans, à échelle de 100 ans et au-delà, depuis l'échelle globale jusqu'aux échelles régionales, avec ensuite des chapitres spécifiques sur le niveau des mers ou bien sur les phénomènes climatiques comme les moussons, les événements extrêmes. On a également construit un atlas des projections, c'est-à-dire ces simulations selon différents scénarios d'évolution future du climat qui permettent facilement finalement de parcourir ces différentes cartes et d'évaluer par vous-même sur tel scénario, dans telle région, voilà ce que donnent les calculs disponibles, tous les calculs disponibles. Donc ensuite, ce rapport qui fait plus de 1000 pages, on le condense. Donc on a un résumé technique de 100 pages, le tout en anglais. Et enfin, on a un résumé pour décideurs de 14 000 mots qui doit être approuvé mot par mot dans une séance plénière qui regroupe une partie des auteurs du rapport, qui ont le dernier mot à chaque fois, c'est les scientifiques qui ont le dernier mot, mais qui doivent dialoguer avec les représentants des différents gouvernements de manière constructive, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait au consensus, de manière constructive, à savoir que les représentants des gouvernements demandent des précisions, demandent de clarifier la manière de formuler les résultats, et dans certains cas, ont une forte tendance à vouloir atténuer certaines des conclusions qu'ils perçoivent comme étant en contradiction avec leurs agendas politiques. Donc on a parfois une forme de bras de fer à ce moment-là, sachant que ce qui emporte la décision, c'est l'état des connaissances scientifiques. Et puis donc il y a 19 messages clés que je vais parcourir rapidement dans cette présentation. Donc ce qu'on observe, c'est un changement du système climatique et un réchauffement qui est sans équivoque. Beaucoup des changements qu'on observe depuis les années 1950 sont sans précédent sur des échelles de temps longues, des dizaines d'années à des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un réchauffement de l'air à la surface des continents et de la surface des océans. Et vous voyez sur cette carte les tendances des températures observées entre 1901 et 2012. On observe un réchauffement presque partout. Les zones blanches sont là où on manque d'observation sur cette durée longue. On observe un réchauffement plus prononcé sur les continents que les océans et particulièrement marqué dans la région autour de l'Arctique. Ce réchauffement s'accompagne également d'une baisse du volume des glaciers, d'une diminution de la couverture de neige. Une atmosphère plus chaude est également une atmosphère qui va contenir plus d'humidité, à peu près 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement. On observe également une diminution des zones englacées, par exemple l'extension de banquises autour de l'Arctique, un réchauffement des eaux de mer en surface, un réchauffement des eaux de mer en profondeur, ce qui augmente le contenu thermique des océans, c'est-à-dire l'énergie stockée dans les océans. Et du fait de la fonte des glaciers et des calottes polaires et du réchauffement des océans, on a une augmentation du niveau des mers. Alors ça, je vais maintenant vous le détailler progressivement. On va d'abord regarder une estimation de l'évolution de la température moyenne à la surface de notre planète. Donc c'est une compilation de données météorologiques et océanographiques. La période de référence est les 30 dernières années du XXe siècle, et on regarde les différences par rapport à cette période de référence. Les codes de couleur représentent les différentes estimations disponibles. Donc vous voyez que pour une année donnée en haut, on a une barre d'erreur qui est significative, qui peut atteindre
0,1 degré dans certains cas. Donc, par contre, on a une excellente cohérence entre les différentes estimations compilées par des équipes japonaises, américaines et britanniques, avec un réchauffement, si on trace une tendance de 0,85 degrés, très marqué entre les années 1900-1940, puis un plateau très marqué entre les années 1970 et le début des années 2000. C'est un réchauffement qui n'est pas monotone, c'est-à-dire qu'on a une variabilité très forte d'une année à l'autre et également d'une décennie à l'autre. Si on fait une moyenne par période de 10 ans, c'est ce qui est représenté cette fois-ci en bas, on voit que chacune des 3 dernières décennies a été plus chaude que la précédente. Si on regarde uniquement l'hémisphère nord, cette période des derniers 30 ans est la plus chaude depuis plus de 1400 ans. Donc c'est vraiment un des résultats majeurs. Le rythme du réchauffement depuis une quinzaine d'années est moins important que pendant les 30 ans précédents. On explique ce ralentissement du réchauffement par essentiellement 3 facteurs. Une petite baisse de l'activité du Soleil, une augmentation de l'activité volcanique de fond et surtout une augmentation du stockage de chaleur dans les océans. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc cette courbe représente l'évolution du contenu de chaleur des océans exprimé en joules. Donc cette fois-ci, on regarde l'énergie correspondant au réchauffement des océans, intégrée sur 700 mètres d'épaisseur. On voit que la connaissance de ce paramètre dans les années 1950 est modeste, la barre d'erreur est grande, ça tient à la densité des réseaux d'observation, et on a une large amélioration de la surveillance finalement globale des océans en surface et en profondeur, et des mesures de plus en plus précises à mesure qu'on se rapproche de la période actuelle. On détecte sans ambiguïté un réchauffement des océans en profondeur, jusque même 3000 mètres de profondeur. Le point important à retenir, c'est qu'on accumule de l'énergie dans le système climatique. Sur 100% d'énergie en plus, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la température de surface, là où nous vivons, c'est que 1% de cette énergie en plus. Plus de 90% du surplus d'énergie est stocké dans les océans. Et puis ce qui reste, 3% sert à faire fondre toutes les glaces, enfin tous les types de glaces, et enfin 3% réchauffe les sols au-dessus des continents. Donc on a vraiment une poursuite du réchauffement, et en particulier en profondeur dans les océans. Enfin, donc on a un recul des zones enneigées et englacées. En particulier dans l'hémisphère nord, on a une baisse forte de la couverture de neige, très remarquable au printemps. On a également un recul de l'extension de la glace de mer autour du pôle Nord sur l'Arctique. Vous voyez que dans les années 1900, la couverture de banquise à son minimum, c'est-à-dire en fin d'été au mois de septembre, était de l'ordre de 10 millions de kilomètres carrés. Elle est tombée à moins de 6 millions de kilomètres carrés avec les 2 années records récentes de 2007 et de 2012. Du côté de l'Antarctique, on a une extension de banquise qui a une légère augmentation et qui est marquée par des fluctuations très importantes d'une décennie à l'autre. On détecte également depuis 15 ans une fonte du Groenland et une perte de masse de la calotte du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest, essentiellement par, dans ce cas-là, un écoulement qui augmente. Donc ces éléments reflètent un réchauffement particulièrement prononcé autour de l'Arctique, et la fonte de la neige de la banquise amplifie évidemment ce réchauffement par l'effet miroir des zones englacées par rapport aux zones sombres qui apparaissent maintenant. Du fait du réchauffement des océans, de la fonte des glaciers, on observe une augmentation du niveau moyen des mers. Depuis le milieu du XIXe siècle, on détecte donc cette augmentation qui est une rupture par rapport à un niveau moyen des mers très stable sur les 2000 ans précédents. Au cours du XXe siècle, le niveau moyen des océans a monté d'environ 20 cm, et le rythme actuel d'augmentation, c'est la petite courbe rouge que vous voyez à la fin, mesurée par satellite, est d'environ 3 mm par an sur les derniers 15 ans. Donc pour extrapoler, le rythme actuel, c'est à peu près 30 cm par siècle s'il se maintient pendant un siècle. Donc il est plus élevé que le niveau moyen au cours du XXe siècle. Enfin, dans ce résumé de notre rapport, à la demande des pays africains et tropicaux, nous avons ajouté une figure qui était dans l'un des chapitres, qui reflète de manière, je pense, très importante, le fait qu'un climat qui change n'est pas uniquement lié à une température qui change ou un niveau des mers qui change, mais aussi une modification du cycle de l'eau. Donc ces deux cartes montrent les tendances
des changements de précipitations sur les continents, sur une période entre 1901 et 2010 à gauche, et sur une période plus courte, 1951-2010 à droite. Sur la période la plus longue, on a moins de données, mais par contre, une période longue, elle permet de s'affranchir des fortes variations d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, et de détecter plus fidèlement des tendances de long terme. Dans les deux cas, on observe une augmentation des précipitations dans les régions tempérées et polaires, et une tendance à la diminution dans les zones de climat semi-aride ou méditerranéen. Donc on a des tendances contrastées, et je vais vous montrer tout à l'heure que quand on ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on modifie la circulation atmosphérique en 3 dimensions, ce qui se traduit par ce type de structure spatiale. Et enfin, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une grande cohérence entre ces tendances mesurées sur les continents et les mêmes tendances détectées au-dessus des océans, où on mesure également la salinité de l'eau de mer. Ce qui est remarquable, c'est une augmentation des contrastes dans le cycle de l'eau. Donc dans les zones humides, ça devient plus humide. Donc les océans qui sont peu salés deviennent moins salés. Et à l'inverse, dans les régions déjà sèches, on a une tendance à ce qu'elles deviennent plus sèches. De la même manière, les eaux de mer salées ont tendance à devenir plus salées. Donc on détecte en fait une augmentation des contrastes à grande échelle dans le cycle hydrologique. Enfin, donc, les activités humaines modifient très profondément la composition de l'atmosphère en rajoutant un certain nombre de gaz à effet de serre et de particules de pollution. Donc, j'illustre ici l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Au cours du dernier million d'années, elle a varié entre 200 et 290 parties par million, entre les périodes glaciaires et les périodes chaudes. On est aujourd'hui à des niveaux qui sont 40% plus élevés que le niveau de base de climat chaud, de climat pré-industriel. Et vous voyez qu'on a une augmentation continue, qu'on mesure cette concentration à Mauna Loa, à Hawaï, dans le Pacifique tropical, c'est la courbe en rouge, ou qu'on le mesure au pôle sud en Antarctique, c'est la courbe en noir. Ces gaz à effet de serre, on les appelle des gaz à effet de serre bien mélangés dans l'atmosphère, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on les injecte, en quelques mois, ils sont mélangés et la concentration moyenne augmente à l'échelle planétaire. La situation est évidemment différente quand vous rejetez des particules de pollution. Celles-ci restent concentrées près des grandes villes et elles vont être lessivées par les pluies relativement rapidement. Donc on a deux types d'effets, un effet local de court terme, mais qui est renouvelé, et puis un effet global de long terme à travers l'effet de serre. Les concentrations donc, atmosphériques en dioxyde de carbone, mais aussi en méthane, en oxyde nitreux, atteignent aujourd'hui des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. Donc vous voyez qu'on flirte avec les 400 parties par million dans l'atmosphère. C'est une concentration qu'on a déjà connue à l'échelle géologique. Pendant les épisodes chauds, par exemple, du Pliocène, il y a un peu plus de 3 millions d'années, où on avait un climat globalement 2 à 4 degrés plus chaud que le climat pré-industriel. Ce dioxyde de carbone est en partie repris par les sols et la végétation, et en partie repris par les océans. Donc on voit ici l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans l'eau de mer, en bleu, et puis une de ses conséquences immédiates qui est une baisse du pH des océans, qui deviennent donc plus acides. Et donc ces océans ont absorbé environ 30% de nos émissions. Alors on va également le regarder d'une autre manière ici. Sur la figure du haut, vous avez une illustration des relations entre certaines de nos activités, production de ciment, combustion du gaz, du charbon et du pétrole, et leur équivalent en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Donc vous voyez qu'au cours de la période industrielle, chaque source d'énergie fossile s'est ajoutée aux autres. Et vous pouvez également voir sur la période la plus récente, ici à partir des années 2000, que finalement l'énergie du XXIe siècle, celle dont la quantité augmente le plus et celle qui est responsable de l'augmentation la plus forte des émissions de dioxyde de carbone, est le charbon. On peut également comparer les émissions liées aux activités humaines, liées à la combustion des énergies fossiles que je viens de mentionner, en gris, et celles qui sont liées au changement d'usage des sols. Quand vous avez de la déforestation, vous rejetez du dioxyde de carbone lors de la combustion des forêts. A l'inverse, si vous abandonnez des terres agricoles et que des forêts se reforment, elles vont stocker du dioxyde de carbone. Donc on voit une augmentation de la contribution liée à la déforestation en orange au cours du temps. Dans les années 1950, elle jouait à peu près à part égale avec les émissions liées aux énergies fossiles. Mais aujourd'hui, l'augmentation de la consommation d'énergie fossile est telle
qu'elle devient dominante et que la part liée à la déforestation à l'usage des sols qui en moyenne est stable devient minoritaire. Cette part liée à l'usage des sols, elle intègre dans certaines régions une déforestation qui se poursuit et dans d'autres régions une tendance à l'augmentation de la couverture de forêt. Donc des contrastes assez forts selon les régions. Ce que vous voyez en dessous, c'est ce que devient ce dioxyde de carbone. Donc vous avez en vert la partie qui est stockée par la végétation et les sols et qui dépend des précipitations et du climat. En bleu, la partie qui s'accumule dans l'atmosphère. Donc chaque année, la moitié de nos rejets de dioxyde de carbone s'ajoute à ceux des générations précédentes. Et en bleu, vous avez la partie donc, qui est absorbée par les océans. Et on voit là le fonctionnement de cette formidable machine climatique avec un couplage étroit entre la partie vivante, cycle du carbone, qu'elle soit terrestre ou marine, et puis la partie fonctionnement de l'atmosphère et climat. Enfin, c'est un graphique qui est très compliqué, je vais juste vous le résumer en une phrase. On peut comparer l'effet des différents constituants liés aux activités humaines sur le climat en mesurant leur effet sur les flux de rayonnement en watts par mètre carré. C'est ce que nous on appelle un forçage radiatif. Donc sur l'axe vertical, et donc ça se lit de gauche et de droite, la forme des barres vous indique si c'est un facteur qui réchauffe à droite ou qui refroidit à gauche. Donc vous voyez que par rapport aux différents termes liés aux activités humaines, celui qui domine c'est le dioxyde de carbone, suivi du méthane avec tous ses effets indirects, et des autres gaz à effet de serre à longue durée de vie, un certain nombre de gaz à courte durée de vie. En ce qui concerne les particules de pollution, ce qu'on appelle les aérosols, on a des effets complexes qui se superposent, l'effet direct des aérosols qui est plutôt un effet parasol, et puis leur effet sur la formation des nuages qui est également plutôt un effet refroidissant, avec une barre d'erreur qui est très importante. Si on fait la somme de tous ces effets liés aux activités humaines, vous avez les 3 barres rouges qui sont en bas. En 1950, les activités humaines avaient un effet réchauffant sur le climat d'environ 1 demi-watt par mètre carré. Cet effet a doublé en 1980 et il a encore doublé entre 1980 et 2011. Donc le forçage radiatif lié aux activités humaines est positif et contribue donc à stocker davantage d'énergie dans la machine climatique. Et le premier terme qui joue, c'est celui lié à l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone. Enfin, comment évaluer la part de l'évolution du climat qui est liée à des facteurs naturels et la part qui est liée à l'impact des activités humaines? C'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'on ne peut pas rejouer le film de l'évolution du climat, reprendre la planète Terre en 1750 et puis faire son évolution sans l'homme. Donc pour évaluer l'impact des activités humaines sur le climat, on va utiliser des modèles numériques qui vont représenter en 3 dimensions le fonctionnement de l'atmosphère, de l'océan, plus grossièrement leurs interactions avec la surface des continents, avec le cycle du carbone, et puis enfin la partie en particulier de la banquise et de la couverture de neige. Avec ces modèles de climat, on peut donc faire un ensemble de simulations. Premier jeu de simulation qui est représenté avec l'enveloppe bleue. On démarre en 1850 et il ne se produit que les facteurs naturels, activité des volcans, activité du Soleil. Dans ce cas-là, vous voyez qu'à l'échelle planétaire, sur la courbe du milieu, on va simuler un léger réchauffement jusqu'aux années 1950 et puis plutôt un léger refroidissement sur les derniers 50 ans, qui sont une période avec une activité volcanique un peu plus forte que la moyenne. Donc si on n'avait que les facteurs naturels, on aura un climat en fait relativement stable. Si par contre on ajoute l'impact des activités humaines, donc le triple impact, gaz à effet de serre, particules de pollution et changement d'usage des sols, on a la courbe en rose, l'enveloppe de courbe en rose. Dans ce cas-là, on simule un réchauffement modeste au début du XXe siècle, un palier au milieu du XXe siècle et un réchauffement plus prononcé sur les derniers 50 ans. Donc avec ce type d'analyse, je ne vous en montre qu'un aspect qui est en fait assez simplifié. Il y a également tout un travail qui est fait sur la structure du réchauffement vertical. Il y a tout un travail qui est fait sur les autres aspects du climat, le cycle de l'eau, les événements extrêmes, le niveau des mers. On arrive à la conclusion que l'influence humaine sur le système climatique est clairement établie. Elle est d'abord évidente en ce qui concerne l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, leur effet radiatif qui est positif, enfin l'explication de la structure du réchauffement observé,
Et enfin, la compréhension du fonctionnement du système climatique, en particulier dans une perspective étudiant les climats passés sur des périodes de temps plus longues. Alors, un des exemples des résultats importants, c'est par exemple que quand on ajoute des gaz à effet de serre, on va avoir un réchauffement plus prononcé de la surface des continents que des océans. Donc c'est ce type de choses qui nous permet de tester le réalisme des modèles de climat d'une part, et d'autre part, donc leur capacité à représenter correctement les processus en jeu. Alors pour conclure sur cet aspect-là, et c'est vraiment un point important de ce rapport par rapport au précédent, on ne détecte pas seulement une influence humaine dans le réchauffement global moyen, mais aussi dans les changements du cycle de l'eau, que j'ai montré tout à l'heure, la fonte des neiges et des glaces, l'élévation du niveau moyen des mers, et enfin la modification de certains extrêmes climatiques, qui sont de deux ordres, les vagues de chaleur d'une part, donc plus intenses, plus fréquentes sur les continents, et l'augmentation des événements de précipitations les plus intenses. Donc on a en fait davantage de précipitations en moyenne lorsqu'on a les jours où les précipitations sont les plus fortes sur une année. Et pour conclure, donc, le travail effectué conclut à qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Vous voyez qu'on mentionne la cause principale. Le point qui est le plus difficile à évaluer, c'est le rôle de la variabilité qu'on appelle interne, qui est inhérente à la machine climatique et qui tient aux échanges, en particulier entre l'océan et l'atmosphère. On sait que ce phénomène-là a joué un rôle important dans le rythme du réchauffement sur, par exemple, la période des derniers 50 ans. Il reste extrêmement difficile d'arriver à simuler correctement ces processus liés au fonctionnement interne océan-atmosphère. Dans ce rapport, pour la première fois, on a des simulations du climat qui, par exemple, assimilent finalement l'état de départ de l'océan. Donc on ne va pas seulement démarrer en 1850, puis regarder aléatoirement ce qui va se produire. On va aussi faire des simulations qui démarrent en 1980, 1990, 2010 par rapport à l'état réel observé de l'océan pour arriver à justement séparer ces différents effets. Alors ensuite, comment va évoluer le climat à l'avenir ? Pour anticiper sur son évolution, on va construire une famille de scénarios qu'on appelle des scénarios représentatifs de concentration, où on va faire l'hypothèse de différentes intensités de forçage radiatif liés aux activités humaines. Donc des scénarios de poursuite selon le rythme actuel. Donc aujourd'hui, plus de 2 watts par mètre carré d'énergie stockée en plus, et on pourrait aller jusqu'à 8,5 watts par mètre carré d'ici à 2100. Donc un scénario de forte émission de gaz à effet de serre, ou bien des scénarios intermédiaires, et un scénario bas, ici, qui correspond à un contrôle volontaire très rapide des émissions de gaz à effet de serre, une perturbation sur le climat qui pique dans les prochaines décennies et ensuite qui s'atténue. Alors il faut bien voir qu'en termes d'émissions liées aux énergies fossiles, le scénario bas, que j'appelle 2.6 par la suite, correspond à des émissions de gaz à effet de serre chaque année qui plafonnent dans les prochains 20 ans, qui diminuent et qui sont quasiment nulles au niveau planétaire dans la deuxième moitié de ce siècle. Donc ça veut dire une révolution énergétique majeure. Dans le scénario rouge, ça correspond tout simplement à la consommation de toutes les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz non conventionnel, pétrole non conventionnel, et on a des ressources prouvées importantes, en particulier en ce qui concerne le charbon. Alors quelles sont les conséquences de ces différents scénarios sur le climat ? On peut l'évaluer d'abord en ce qui concerne la température globale. Le scénario le plus haut, celui sur la trajectoire duquel nous nous trouvons aujourd'hui, correspond à un réchauffement qui atteindrait, par rapport aux derniers 20 ans, environ 4 degrés de plus à horizon 2100. Ça fait quasiment 5 degrés de réchauffement depuis la période pré-industrielle. Le scénario le plus bas est le seul qui permet, avec un degré de confiance élevé, d'avoir une amplitude totale de réchauffement, depuis la période pré-industrielle jusqu'en 2100, inférieure à 2 degrés. Alors ce seuil de 2 degrés, c'est celui qui a été défini par les différents gouvernements lors de la conférence sur le climat de Copenhague, en examinant un certain nombre de conséquences possibles liées au changement climatique, acidification des océans, extinction d'espèces, rendement agricole, montée du niveau des mers, etc.
Donc seul le scénario en fait, finalement de baisse très rapide des émissions mondiales de dioxyde de carbone est compatible avec l'objectif affiché par les gouvernements. Et selon les différents scénarios intermédiaires, tout simplement, plus vous émettez en cumul de dioxyde de carbone, plus vous avez un réchauffement important à horizon 2100 et au-delà. Et c'est un point sur lequel je veux également insister. Dans tous ces scénarios, sauf le plus bas, le réchauffement évidemment ne s'arrête pas en 2100. Le climat continue à s'adapter et à réagir à l'augmentation de l'effet de serre au cours du temps. Alors un climat qui change, c'est évidemment un climat où le réchauffement n'est pas régulier. Il fluctue fortement d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Il ne faut pas s'entendre à un long fleuve tranquille. C'est également un réchauffement qui n'est pas homogène spatialement. Il est plus marqué sur les continents que les océans et très prononcé autour de l'Arctique. Donc vous avez là le contraste à horizon 2100 entre le scénario bas et le scénario haut. Donc vous voyez qu'on a la même structure, mais simplement l'intensité change. Et c'est la même structure qu'on observe déjà. On a également des différences assez notables en ce qui concerne les changements du cycle de l'eau. Donc, le réchauffement le plus prononcé se traduit par une augmentation des précipitations dans la bande équatoriale, une diminution dans les zones subtropicales méditerranéennes et une forte augmentation dans les régions tempérées et polaires. On voit également qu'on a des incertitudes qui apparaissent ici en hachure, bien plus importantes sur le devenir des précipitations que sur celle des températures. Température, elles dépendent essentiellement de l'équilibre énergétique du climat, puis un peu de la circulation atmosphérique et océanique. En ce qui concerne les changements de précipitation, là on va toucher aux incertitudes les plus fortes qui tiennent à la représentation, en particulier des nuages, dans les modèles de climat, et à la difficulté de représenter des processus de petite échelle dans des modèles qui calculent par maille de 100 par 100 km spatialement. Donc, la structure des changements de précipitation, elle reflète le fonctionnement de l'atmosphère. L'atmosphère, elle fonctionne au niveau des tropiques avec une cellule qu'on appelle la cellule de Hadley, avec de l'air chaud près de l'équateur qui monte, qui entraîne des pluies importantes, et puis de l'air sec qui redescend et qui est à l'origine des climats de type semi-désertique de part et d'autre de l'équateur. Dans un climat où on rajoute de l'effet de serre, cette cellule elle a tendance à s'élargir vers les pôles et donc à entraîner une diminution des précipitations dans les zones de climat de type méditerranéen, qui sont aussi des zones extrêmement peuplées aujourd'hui. Donc des contrastes sur les changements de précipitation, avec une tendance à l'augmentation dans les régions humides et à la diminution dans les régions sèches, et de même entre saison humide et saison sèche. Une augmentation des surfaces concernées par les systèmes de mousson également, des circulations de mousson probablement plus faibles, mais une augmentation de l'intensité des pluies de mousson et de la durée de la saison de mousson. Et cet aspect est très important puisqu'il concerne quasiment la moitié de la population mondiale. En ce qui concerne les événements extrêmes, les conclusions les plus robustes sont l'augmentation des vagues de chaleur, intensité et durée. Typiquement pour la France, un été record comme 2003 serait l'été moyen dans quelques dizaines d'années. Et enfin, une augmentation de l'intensité des précipitations extrêmes. En ce qui concerne les tempêtes ou les tempêtes tropicales, la conclusion la plus robuste et qui reste encore incertaine, elle suggère qu'on n'aurait pas d'augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales, mais qu'on aurait une augmentation de la vitesse des vents et des précipitations intenses associées aux tempêtes les plus violentes. Du côté de l'Arctique, les changements ils sont déjà les plus spectaculaires aujourd'hui. À horizon 2050, dans le scénario le plus haut, on pourrait atteindre un océan arctique libre de glace, c'est-à-dire avec moins de 1 million de kilomètres carrés couverts de banquise en fin d'été. La banquise, elle se reformerait à chaque fois en hiver, mais elle redisparaîtrait en été. Dans le scénario 2.6, on aurait une forte, c'est la courbe en bleu en haut, on aurait une forte diminution de l'extension de banquise, mais on arriverait à conserver de l'ordre de 3 millions de kilomètres carrés de surface englacée en fin d'été, ce qui est illustré sur la forme de la carte en dessous, donc dans le scénario le plus bas. Et puis pour terminer, donc, plus on va injecter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et en particulier du dioxyde de carbone, plus on va entraîner une acidification des océans. Dans le scénario 2.6, le pH de l'océan baisserait autant au XXIe siècle qu'au XXe siècle, donc 0,1 unité en moins. Dans le scénario le plus haut, le pH de l'océan baisserait de 0,3 unités, ça veut dire 1000 fois plus d'ions hydrogène dans les océans, avec des conséquences qui restent encore difficiles à anticiper, mais qui vont rendre
certainement plus difficile la calcification d'un certain nombre d'espèces marines. Une des incertitudes également importantes tient à l'évolution future du niveau des mers. Elle va dépendre de la fonte des glaciers, de la fonte du Groenland et de l'écoulement du Groenland, de l'Antarctique de l'Ouest et enfin du réchauffement des océans. Dans le scénario bas 2.6, on simule en moyenne de l'ordre de 40 cm de niveau des mers en plus. Donc vous voyez que dans tous les cas, la montée du niveau des mers se ferait plus rapidement au XXIe siècle qu'actuellement. En ce qui concerne le scénario haut, la barre d'erreur, vous voyez, est plus importante. On simule une montée du niveau des mers qui atteindrait environ 80 cm en plus à horizon 2100, mais on ne peut pas exclure d'atteindre 1 mètre en plus à horizon 2100 dans le scénario le plus haut. Et vous voyez qu'on a dans cette trajectoire rouge une accélération. Elle tient au fait qu'on va réchauffer les océans de surface, puis intermédiaire, puis en profondeur, donc avec une dilatation qui va prendre du temps, qui va se mettre en place à mesure de la circulation des masses d'eau dans l'océan. Et du point de vue des glaciers et des calottes de glace, on a dans certains cas le fait qu'une calotte va s'amincir, la surface sera un peu plus chaude et ça va entraîner une accentuation de cet amincissement. Donc on a quelques phénomènes qui ont tendance à accentuer la réponse, par exemple, des calottes de glace. Et enfin, un point important, c'est que l'augmentation de la montée du niveau des mers sera la plus importante dans les régions tropicales et pas près des pôles. Près des pôles, le fait de perdre de la masse des calottes va entraîner un rebond des socles continentaux, va changer aussi le champ de gravité. Et donc on a une conséquence qui est que la montée du niveau des mers, elle est plus marquée dans les régions tropicales que dans les régions tempérées ou polaires. Et pour terminer, c'est le point le plus important de ce rapport. Finalement, on peut relier de manière assez simple, dans le monde des simulations, les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et le changement de température. À travers tous ces scénarios que je vous ai présentés, finalement, ils s'alignent tous, vous le voyez, sur une droite, à horizon donc, de l'évolution passée et calculée à horizon 2100. Donc on peut utiliser cette courbe pour traduire un objectif fixé par les gouvernements, ne pas réchauffer de plus de 2 degrés à horizon 2100. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas émettre en tout plus de 790 gigatonnes de dioxyde de carbone en prenant en compte les autres gaz à effet de serre. Ça, c'est un point qui a été extrêmement discuté, en particulier avec la Chine ou avec l'Arabie saoudite, dans le processus d'approbation de ce résumé pour décideurs lors de la conférence de Stockholm. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement difficile? Parce que ça pourrait se traduire dans des objectifs contraignants de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre à court terme pour respecter les engagements internationaux. Juste un mot, si on ne change rien, dans 20 ans à 30 ans, selon le rythme des émissions, plutôt de l'ordre de 20 ans, on aura émis dans l'atmosphère tout le dioxyde de carbone qui, cumulé, conduira inéluctablement à un réchauffement de plus de 2 degrés. L'autre point important, c'est que finalement, ça ne compte pas de savoir qui a émis ce CO2 ou où il a été émis. Si c'est aux États-Unis, en Chine ou en France, et si c'était vos grands-parents, vous ou vos petits-enfants. C'est vraiment le total qui a un effet net, significatif, sur l'évolution du climat à court terme, mais aussi à long terme. Et pourquoi à long terme? Si on injecte du CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui, il en reste encore une partie très importante dans 100 ans, et une partie tout à fait significative dans 1000 ans. Donc vous voyez sur cette courbe, 1000 ans après une injection de 100 pétagrammes de carbone, il en reste 20% dans l'atmosphère. 1000 ans après une injection de 5000 pétagrammes de carbone, il en reste quasiment 40% dans l'atmosphère. Donc le point important, c'est que plus de 20% du CO2 émis par nos activités aujourd'hui restera dans l'atmosphère plus de 1000 ans après l'arrêt des émissions. Et c'est le temps qui est nécessaire pour les puits naturels de carbone pour digérer en fait cette perturbation. Et donc ça a une conséquence importante, c'est que ça rend le changement climatique relativement irréversible par rapport à la durée d'une vie humaine ou de plusieurs vies humaines. Et donc quelque part, c'est maintenant qu'on doit décider sur quelle trajectoire on place le climat de cette planète, sur la trajectoire haute, si on n'agit pas, sur la trajectoire basse, si on agissait très rapidement. Pour terminer, donc, il y a un double défi qui se pose. Il y a un défi de peut-être maîtriser cette expérience involontaire que nous faisons tous sur le climat de la Terre. Et un deuxième défi qui est celui de nous adapter et d'accompagner l'adaptation de toutes les espèces vivantes avec lesquelles nous partageons cette planète
Et donc, des éléments supplémentaires seront disponibles l'année prochaine à partir des autres groupes de travail du GIEC. En tout cas, pour la partie physique du climat, si vous voulez en savoir plus, malheureusement, c'est en anglais. Mais l'ensemble des chapitres du rapport, dans leur version préliminaire, est disponible sur ce site web. Merci de votre attention. Alors, avez-vous des questions? On s'installe sur les chaises. On s'installe sur les chaises. Oui, donc on a vu que la climatologie s'inscrit dans des temps longs. Alors, y a-t-il une raison particulière pour que l'horizon des simulations s'arrête à 2100? Alors, en fait, on a un ensemble de simulations qui se prolongent bien au-delà de 2100. Mais il semble que pour beaucoup de nos décideurs, 2100 soit déjà très loin d'eux. Donc, dans cet atlas et dans ce rapport, on présente des simulations qui se prolongent pendant au moins 2 siècles. Et on a également, dans certains cas, évalué les risques sur le plus long terme. Si on prend par exemple le risque de niveau des mers dans le scénario haut, l'enveloppe supérieure, c'est 1 mètre à horizon 2100. L'enveloppe qu'on sait quantifier, c'est autour de 1 mètre à horizon 2100. C'est plutôt 3 mètres à horizon 2300, pour donner un exemple. Oui, à propos du temps long, cet après-midi, j'étais à l'UNESCO, il y avait une conférence de Clive Hamilton qui vient de faire... il y a 2 livres de lui qui sont parus en français récemment. Et Clive Hamilton disait, mais, par exemple, normalement, selon les cycles depuis des millions d'années, il devrait y avoir à nouveau une glaciation dans 50 000 ans. Cette glaciation n'aura jamais lieu. Et il disait même que les effets probables dureront au moins 500 000 ans. Donc ça, c'était les chiffres qu'il donnait. Et maintenant, je voudrais poser une question liée à la fois à biodiversité et climat. Par exemple, le problème de l'adaptabilité des végétaux. Les végétaux, eux, n'ont pas de pattes pour bouger, donc c'est plus difficile pour eux. On dit que si le réchauffement dépassait les 3 degrés, aucune espèce végétale ne pourrait atteindre les vitesses nécessaires pour migrer vers les zones à climat plus favorable. Alors, on dit que les espèces végétales peuvent faire du 0 à 200 km siècle, mais si il y avait ce réchauffement, il faudrait que les végétaux se déplacent à la vitesse de 500 km siècle, et il n'existe pas de végétaux capables d'aller à cette vitesse. Et donc, ça serait, si tous les végétaux s'effondrent, ben c'est tout le reste qui s'effondre avec. Donc, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous en savez plus à ce sujet? Ce qu'il faut bien voir, c'est que les végétaux ne sont pas seuls, hein. C'est-à-dire que les végétaux sont les insectes, il n'y a pas de végétaux. 70% des plantes à fleurs sont pollinisées par des insectes, par exemple. Et ce que l'on constate avec le réchauffement actuel, c'est parfois une désynchronisation entre l'émergence de certains insectes et la floraison. Simplement parce que l'un va être influencé par la quantité de lumière, qui ne change pas malgré le réchauffement, et l'autre par la température ambiante, qui change avec le réchauffement. Et il y a un décalage dans le temps entre, par exemple, la floraison et l'émergence des insectes pollinisateurs. Il y a un deuxième phénomène qu'il faut tenir compte, en dehors de cette question de déplacement des végétaux, d'adaptation, c'est qu'on est sur des notions de biogéographie. C'est-à-dire que, par exemple, les plantes de montagne peuvent éventuellement grimper plus haut, mais à un moment, la montagne s'arrête. Donc, de toute façon, le changement de zone, notamment de la faune et de la flore dans les montagnes, sera de toute façon limité par les caractéristiques géographiques de ces montagnes-là. Pareil, si le déplacement impose le fait de passer un océan, ça peut poser également des problèmes. La forme des continents, la forme de la géographie, de la topographie va jouer un rôle absolument considérable. Ce n'est pas simplement que ce problème d'adaptation des végétaux, encore que les végétaux
par leur nature, pourraient peut-être s'adapter un peu plus facilement que les animaux. Ça, c'est des questions qu'il faut aussi envisager. Mais c'est vraiment une question de dérèglement global que l'on observe déjà aujourd'hui de l'ensemble des phénomènes biologiques. Oui, donc je pense que vous avez mis l'accent sur un point sur lequel je n'avais pas insisté, qui était la vitesse des changements. Et peut-être pour donner un ordre de grandeur, le dernier grand bouleversement climatique, c'était la dernière déglaciation, c'est-à-dire il y a 20 000 ans un climat glaciaire, et en à peu près 10 000 ans, le climat se réchauffe et arrive dans cet état interglaciaire. Ce changement-là, en fait, il se produit en moyenne planétaire avec un rythme au plus rapide de réchauffement de 1,5 degré par 1000 ans, en moyenne pour la planète. Donc vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur très différents. On n'a pas beaucoup d'expériences passées dans l'évolution du climat planétaire, en tout cas avec les mêmes écosystèmes qu'aujourd'hui. On n'a pas d'exemple en fait de changement global aussi rapide. Par ailleurs, donc, vous parliez des végétaux. Je pense que ceux qui finalement sont les plus ancrés, ce sont les forêts. Et il y a beaucoup de travaux, en particulier pour les forêts européennes, pour anticiper sur l'impact du changement climatique et savoir quelles essences aujourd'hui plantées qui soient résilientes, c'est-à-dire qui permettent de subsister même avec ce changement climatique. Et dans le cas précis de la France, par exemple, le facteur principal à prendre en compte est celui lié aux sécheresses estivales ou aux vagues de chaleur, qui va avoir des conséquences très différentes selon les essences d'arbres. Donc il y a toute une réflexion qui est en cours, et le temps du climat, c'est le temps du forestier, entre 30 ans et 100 ans, selon les différentes essences qui sont considérées. Donc on a déjà maintenant un changement complet de pratique, parce qu'il y a une réflexion où on essaye d'avoir non pas une seule espèce, par exemple, qui donne le meilleur rendement, mais d'avoir un bouquet d'essences, une diversité, parce que cette diversité, elle permettra d'avoir davantage d'adaptabilité de l'ensemble de l'écosystème. J'aimerais savoir quel est l'impact de vos conclusions dans nos gouvernements, d'un continent à l'autre, et s'il se dessine quelques décisions positives. Moi, je peux répondre sur une partie historique. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de retracer, par exemple, l'histoire des traités internationaux liés à la protection de la nature depuis maintenant 130 ans. En fait, les discussions ont commencé au milieu du 19e siècle. On se rend compte qu'il y a un amas absolument considérable de textes, de lois, de traités, de conventions absolument dans tous les coins. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que la biodiversité ne s'est jamais autant dégradée qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, si ces textes n'avaient pas été signés, la situation serait sans doute bien pire. Mais force est de constater que 130 ans de discussion pour arriver à une situation comme ça, c'est pas très très efficace. Ça, c'est le regard historique. Après, Oui, il y a un constat en fait assez lucide, qui est que, par exemple, en ce qui concerne le climat, malgré le constat scientifique qui s'affine, qui confirme finalement l'état des connaissances précédentes, on n'a jamais autant émis de dioxyde de carbone que cette année. Et on a vu la semaine dernière à Varsovie la grande difficulté de parvenir à ne serait-ce qu'un cap commun ou un objectif commun avec un partage des responsabilités entre les pays historiquement responsables de l'impact le plus grand, c'est-à-dire ceux qui ont été industrialisés les premiers, les pays développés, et puis les pays émergents qui aujourd'hui jouent à part égale dans leur impact en termes de climat global. Mais je pense que plus généralement, je pense que ces constats-là, ils ne sont pas encore intégrés dans notre vision du monde. Je pense pour beaucoup de gens, et en particulier pour certains politiques, je pense qu'on a encore l'illusion qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Vraiment. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel il y a une réflexion de fond à mener. Donc les termes qu'on utilise sont importants. Certains utilisent le terme d'anthropocène pour refléter le fait que les activités humaines jouent un rôle dominant presque par rapport aux autres espèces, par rapport au climat global. Et à partir de ces mots-là, essayent de construire une autre manière de projeter le progrès humain et le développement, en intégrant bien sûr les conséquences négatives.
si je peux rajouter quelque chose, on a tendance aussi très souvent à décrire la situation de façon extrêmement étonnante. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, on va vanter le fait que ça fait baisser le coût moyen de l'énergie, que ça augmente le nombre d'emplois. Ce que l'on oublie de dire, c'est que la société qui se bâtit à ce moment-là est une société, par exemple, encore plus inégalitaire qu'avant, que les ascenseurs sociaux au sein des États-Unis fonctionnent, pour ainsi dire, plus du tout, ce qui fait qu'un petit Einstein qui naît dans un milieu pauvre restera pauvre. Il a quasiment aucune chance de sortir de son milieu. Et qu'on a les deux phénomènes dans le même temps, c'est-à-dire les classes les plus riches voient leurs revenus augmenter de 8% par an. Qui, dans cette salle, voit ses revenus augmenter de 8%? Personne. Et c'est ça qu'on constate, c'est-à-dire le système, c'est pas simplement qu'une perte d'audition ou d'intelligence de la part des dirigeants, c'est le système social et politique correspond à une organisation parfaitement voulue, pensée et méditée. Et qu'aller contre, c'est quelque part assez révolutionnaire. Je ne dis pas que la révolution est la seule solution, c'est pas ça, mais vous vous rendez bien compte que ça bouscule énormément de choses, pas simplement qu'une perception, en quelque sorte, quelque part, un manque de réalisme. C'est des gens hyper réalistes, très cyniques, mais hyper réalistes. En fait, c'est le fonctionnement du système de super-prédateurs, quelque part. Oui, d'économie destructrice. C'est une idée qui a émergé chez des économistes allemands au début du XXe siècle, mais ça correspond bien un petit peu au système que l'on voit. C'est-à-dire, on va s'approprier des richesses et on va répartir sur l'ensemble des populations le coût de production de ces richesses. Tout le monde va payer quelque part le réchauffement climatique, mais une faible portion de la population va bénéficier, je dirais, directement, financièrement, de l'exploitation, par exemple, des carburants fossiles. Il y a une inégalité dans la répartition des bénéfices et des avantages. Merci une nouvelle fois. J'ai deux questions à vous poser. Donc c'est point de vue scientifique, je parle. La courbe montre que de 1850 à peu près 1970, c'est à peu près plate, la courbe de température. Bon, il y a eu des hauts et des bas, mais enfin relativement plat. Ensuite, il y a eu quelque chose de foudroyant vers les années 80-90, et maintenant, ça rediminue depuis à peu près 15 ans. Alors ma première question, c'est de savoir, il y a un phénomène, bon, si c'est plat de 1850 jusqu'à un siècle plus tard, bon, bah, l'effet anthropique, d'accord, mais enfin, il est quand même pas très visible. Ensuite, la décroissance maintenant où on est 7 milliards, c'est pas très visible non plus. Donc il y a un phénomène scientifique derrière. Alors vous avez parlé du soleil, bon, il y a peut-être autre chose. Mais ma deuxième question, vous avez parlé d'une augmentation qui me paraît énorme pour le niveau des mers. Est-ce que la Méditerranée va suivre le même truc ou est-ce qu'elle est plate encore? Elle n'a pas bougé, elle ne bouge pas. Alors, je veux bien que toutes les mers augmentent. J'ai été donc sur la Côte d'Azur et depuis 50 ans, on ne voit pas de différence. Voilà mes deux questions. Alors, la première question, elle est importante parce que c'est effectivement le constat que malgré l'augmentation de l'impact des activités humaines sur la composition de l'atmosphère et de leur effet radiatif, on n'a pas une relation 1 pour 1 avec l'évolution des températures. Alors d'une année à l'autre, l'évolution de la température planétaire, elle va essentiellement dépendre, la variabilité, elle va dépendre d'un phénomène tropical qu'on appelle El Niño, qui correspond à des anomalies très chaudes sur l'océan Pacifique et des conséquences en fait sur la température moyenne de la Terre. Donc, les années El Niño sont des années très chaudes, les années La Niña des années plus froides. On a une fluctuation importante de l'occurrence de ces événements. Ils sont liés aux interactions de l'océan et de l'atmosphère tropicaux. Le dernier gros événement El Niño, c'était 1998, le dernier pic chaud. Et puis ces dernières années étaient plutôt marquées par des événements La Niña. Donc cette variabilité que j'appelle interne, elle a plutôt contribué à un léger refroidissement, je dirais.
Et puis donc, par rapport à l'impact des activités humaines, on a également eu des facteurs naturels qui ont un peu joué au refroidissement, des petites éruptions volcaniques, mais un peu plus fréquentes, et un minimum très prononcé dans l'activité du Soleil. Donc on continue à travailler sur cette période des derniers 15 ans. Une difficulté que l'on a, c'est que les simulations que je vous ai présentées, elles ne prennent en compte les facteurs Soleil-Volcan observés que jusque 2005. Et à partir de 2005, pour le futur, elles sont basées sur ces scénarios de rejet de gaz à effet de serre. Donc on n'a pas en fait des simulations parfaitement réalistes qui intègrent tous les facteurs. C'est en cours en ce moment, mais ça n'a pas été disponible pour ce rapport. Donc on sait que la clé, elle est en particulier dans les échanges d'énergie entre l'océan Pacifique et l'atmosphère. Et il y a un certain nombre de travaux en cours pour évaluer combien de temps une telle, entre guillemets, pause du réchauffement de surface peut durer. Quelles sont les conséquences si on enfouit plus d'énergie dans l'océan sous la surface? Est-ce que ça peut par exemple renforcer un événement El Niño futur ou pas? Quelles sont les implications pour les rythmes de montée du niveau des mers, etc. Donc ça fait vraiment partie de travaux en cours. La deuxième partie de la question. Ah oui. Alors la Méditerranée, en fait, l'évolution de son niveau des mers, il dépend également de sa salinité et il dépend fortement de la distribution des vents à sa surface. C'est une des mers pour lesquelles on a le plus d'effets régionaux qui s'ajoutent à l'effet purement de masse, c'est-à-dire le volume de l'océan mondial qui augmente. Et donc on a des simulations d'évolution future du niveau des mers en Méditerranée. Des risques typiquement de l'ordre de 50 cm à horizon 2100 sont simulés, avec un contraste entre les deux parties est et ouest. Dans le plan d'adaptation de la France au changement climatique, il y a une très forte préoccupation pour ce risque montée du niveau des mers pour le Languedoc-Roussillon. Une préoccupation extrêmement importante. Merci. Ma question sera simple. Y a-t-il des effets bénéfiques au réchauffement climatique? Parce que là, on ne parle que de catastrophes, et je comprends bien sûr, et je comprends qu'il faut alerter les politiques et les décideurs. Mais peut-on dénombrer des points positifs? Parce que je ne suis pas sûre qu'on va arriver à faire un traité. Alors, ça va dépendre du point de vue que l'on considère, et ça va dépendre de la région. Donc certainement, en ce qui concerne par exemple la production agricole, la durée de la saison de croissance des plantes, les régions de type nord de la Russie, Canada, bénéficieraient d'une saison de croissance un peu plus longue, mais de précipitations plus importantes. On peut parler de l'ouverture des passages du nord-est et du nord-ouest à la navigation, à l'exploration minière ou pétrolière. Donc pour certains, c'est perçu comme une espèce d'Eldorado qui se dessine. Et à l'inverse, le transport sur les fleuves gelés ou terrestres dans les zones arctiques qui sera beaucoup plus difficile. Voilà, donc en fait, on a à chaque fois en fait, des bouleversements assez complexes, mais d'un point de vue aussi des écosystèmes, il y aura des gagnants et des perdants quelque part. Ce qu'il faut voir, c'est dans les crises précédentes, dans les modifications précédentes, les avantages pour la globalité de la population humaine ne sont pas très clairement... comment dire, c'est pas évident. Je vous ai montré tout à l'heure une courbe sur l'espérance de vie dans les villes industrielles d'Angleterre. C'est typiquement, en fait, il faut bien voir que les bénéfices vont, s'il y en a, seront répartis de façon très inégalitaire. Quand on parle de la libération, par exemple, de la navigation dans le nord du Canada, je ne sais pas si ça va bénéficier à l'ensemble des Canadiens, voire de la population mondiale. Vous voyez, il y a une répartition après. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose de vraiment positif dans ce cas-là? C'est très loin d'être évident. C'est très très loin d'être évident. Je pense qu'en fait, on a parfois tendance à surestimer notre capacité d'adaptation. Moi, j'ai une confiance très forte dans l'intelligence humaine. Mais nos infrastructures, nos modes de vie, ils sont quand même assez fortement définis par un certain type de climat et on construit notre gestion des risques par rapport à ce qu'on a connu pendant une période typiquement d'une trentaine, d'une cinquantaine d'années. Un climat qui change vite, c'est un climat, en fait, vous allez avoir des événements nouveaux qui vont arriver pour lesquels on n'a pas forcément la stratégie de réaction. Et quand on est dans un pays développé, riche, on peut anticiper, on peut essayer de construire une stratégie. Dans d'autres cas, on est assez démunis, je pense.
Et donc, comment dire, laisser filer l'évolution du climat en se disant bah, c'est pas grave, on fait confiance, vous savez, à nos enfants, on les forme bien, on leur fait confiance, et puis on leur transmet ça, et ils sauront faire, je pense que c'est en fait très cynique. Et en ce qui concerne donc la partie plus écosystème, comme on l'a dit, en fait, il y a des bouleversements qui vont se mettre en place. J'entendais récemment qu'en Afrique, on voit de nouvelles maladies se répandre qui affectent le manioc, par exemple, qui est un produit d'agriculture de subsistance. Et il se pose la question de savoir si, dans l'émergence de ces pathogènes, il y a un effet lié au changement climatique ou pas. Une préoccupation qui est ressortie, moi je ne suis pas du tout agronome, mais ce que j'avais lu est qu'un réchauffement de quelques degrés dans les régions tropicales peut conduire, avec des courbes en fait en cloche, à une baisse des rendements de certains produits agricoles. Et que, évidemment, on est aujourd'hui 7 milliards d'humains, on sera 9 milliards demain, peut-être 10. Et on a ce défi de nourrir plus de monde avec un climat qui change et donc s'adapter de plein de manières différentes. À ceci s'ajoutent aussi d'autres éléments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le climat qui change. L'augmentation démographique est en cours. L'augmentation de la surface occupée par les villes se fait au détriment des terres agricoles. C'est-à-dire qu'il y a une perte globale des terres agricoles parce que les villes sont souvent bâties au milieu des meilleures terres agricoles. Donc lorsqu'elles s'agrandissent, les terres qui disparaissent sont des très bonnes terres agricoles qu'on ne peut pas inventer ou remplacer. Et donc, c'est des changements absolument d'une complexité infinie dans lequel les choses s'entremêlent. Il n'y a pas le climat d'un côté et de l'autre, par exemple, la question de la gestion des terres agricoles ou de l'emprise urbaine. C'est un ensemble de facteurs devant lesquels on peut être d'ailleurs totalement démuni parce que la part de la population qui va se retrouver à vivre dans des villes, par exemple l'augmentation démographique prévue jusqu'en 2050, c'est essentiellement dans les villes qu'elle va se faire. Donc on va avoir des phénomènes urbains encore plus importants qu'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de recul par rapport à ça. Ça veut dire que les différents événements vont s'enchaîner et on est face à des éléments qu'on peut estimer pas très bons et face à énormément d'éléments inconnus. Comment les sociétés vont réagir? Et encore une fois, c'est une question aussi de perspective. Au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la production agricole, personne ne devrait souffrir de faim, par exemple. On produit très largement assez de nourriture pour nourrir toute la population terrestre et même plus. On n'a aucun souci. S'il y a des personnes qui ont faim, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas accès, qu'il n'y a pas de nourriture là où elles vivent, quoique quand c'est des situations de guerre, ça peut se discuter, mais simplement parce qu'elles sont trop pauvres pour acheter la nourriture disponible. Et que ça, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'organisation sociale. L'augmentation, par exemple, de la consommation de viande sur Terre est un véritable problème parce qu'on produit de plus en plus au niveau de l'agriculture, mais que ça part dans un gaspillage lié à une consommation de viande de plus en plus forte. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le nombre d'obèses sur Terre est beaucoup plus important que le nombre de personnes qui vivent en dessous des régimes alimentaires minimums. En fait, on transforme en quelque sorte les problèmes actuels. Je vais essayer de l'illustrer aussi à ma manière. Un des facteurs qui va jouer, par exemple, sur le prix des matières premières agricoles, des céréales, c'est la coïncidence de vagues de chaleur et de sécheresse dans plusieurs endroits. Quand vous en avez qui atteignent, par exemple, l'Ukraine d'un côté, et puis les États-Unis, c'est un double stress quelque part. Donc, et avec un effet pervers. Donc, on a maintenant la capacité d'anticiper, dans certains cas, l'évolution des sécheresses dans le temps. Avec les mêmes outils qui servent à modéliser le climat, on peut anticiper sur quelques mois. Par exemple, la sécheresse de 2012 aux États-Unis, elle avait été bien anticipée. Du coup, qui s'en sert en premier? Les agriculteurs qui adaptent leurs pratiques, c'est très utile. Vous changez le type de céréales que vous plantez, ça évite d'avoir l'effet le plus négatif. Vous avez aussi le secteur de la finance. Donc quand le secteur de la finance sait que vous allez avoir des rendements un peu plus faibles, il commence à spéculer très rapidement sur le prix des matières premières agricoles et il amplifie l'effet initial qui est un rendement un peu plus bas, de telle sorte qu'ensuite on peut avoir des instabilités sociales fortes parce qu'on a eu une flambée du prix du blé, du maïs et de produits de première nécessité. Et ce qui est très étonnant à voir, c'est que les systèmes sociaux qu'on a, au lieu justement de stabiliser finalement et
et de passer outre ces fluctuations, ils ont l'effet pervers d'en augmenter les impacts sur les populations les plus vulnérables. Donc il n'y a pas que la question du changement climatique, bien sûr. Il y a la question des systèmes qu'on met en place, des systèmes économiques, financiers, etc. Et dans quel objectif? Si c'est gagner plus d'argent à court terme, on sait très bien où on va. L'énergie la moins chère, c'est le charbon, et on peut spéculer sur tout. Et par contre, si on change d'objectif, on a certainement la possibilité de passer outre un certain nombre de conséquences et d'amortir leurs effets. Mais ça demande de changer profondément la façon de fonctionner sur la rentabilité à court terme par rapport à des objectifs de plus long terme. Oui, j'ai une question sur les modèles que vous avez présentés, les différents scénarios plus exactement. Est-ce qu'ils diffèrent uniquement par la quantité de CO2 qui est injectée par l'homme ou est-ce que c'est des modèles vraiment différents? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a les modèles de climat eux-mêmes qui représentent l'océan, l'atmosphère, etc. On en a une quarantaine dans le monde, dans les différents pays émergents et développés. Et ces modèles de climat, ils reposent sur des lois physiques et ils traitent les processus de petite échelle différemment. Par exemple, la turbulence, les nuages, etc. Ça donne une idée de l'incertitude par rapport à ces processus mal connus. Et par ailleurs, donc, on a différents scénarios. Et pour un scénario donné, on va faire des calculs avec tous les modèles existants pour avoir une idée de l'incertitude. Ces scénarios ne prennent pas en compte que les gaz à effet de serre, donc ils correspondent à différentes trajectoires de changement d'usage des sols, d'émissions de particules de pollution et de gaz à effet de serre. Donc l'incertitude, elle vient des différents modèles en réalité. On a en fait, je dirais, 3 sources d'incertitude sur l'évolution du climat. La première, c'est quel scénario? Le scénario bas ou le scénario haut? Pour un scénario donné, on a une incertitude liée aux différents modèles de climat eux-mêmes. C'est l'enveloppe que je montrais en fait. Et en plus de ça, si vous comparez les calculs des différents modèles de climat, on a aussi une incertitude liée à la variabilité interne du climat d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Au niveau planétaire, ce qui domine, c'est le scénario. C'est-à-dire vous émettez peu de CO2 ou beaucoup de CO2, c'est ce qui va dominer. Au niveau d'une région, on a des incertitudes supplémentaires. Bien, merci. Bon, plus de questions? Ah si, encore une question. Je voudrais vous poser une question sur l'évolution du climat en Amazonie, où je vis comme ethnologue. Mais avant, je voudrais réagir à votre expression. Dans un monde fini, c'est impossible d'avoir une croissance infinie. Et quand on voit ça, il peut y avoir des scénarios beaucoup plus pessimistes. Je vous ai entendu parler de 9 à 10 milliards d'habitants en 2050, mais peut-être qu'on ne saura jamais 9 à 10 milliards en 2050, parce que peut-être qu'avant ça, la disponibilité des ressources énergétiques, il n'y en aura plus. On n'aura plus de pétrole, on n'aura plus de charbon, on n'aura plus de gaz, etc. Les métaux, pareil, toutes les mines seront épuisées. Et donc, il y a des démographes qui ont déjà modélisé l'effondrement de la société industrielle. Et alors, leur pronostic, c'est hélas tristement simple. Entre 2020 et 2060, on va perdre sur Terre entre 4 et 6 milliards d'habitants. Il y aura une mortalité 150 fois plus grave que pendant la guerre 39-45. Ensuite, la mortalité va se ralentir à partir de 2060 parce que le système sera tellement désintégré qu'il y aura moins de morts de masse. Et finalement, la population mondiale va se stabiliser à 1 milliard d'habitants en 2100. Et ça, c'est le genre de perspective que la plupart des gens ont peur d'envisager ça. Et je pense que pourtant, ça, c'est des calculs de Paul Schifurka et de Chris Kluckstrom. Et ça nous pend au nez et on se voile complètement la face. Maintenant, sur l'Amazonie, où je vis, j'ai été étonné sur votre carte quand vous dites dans les régions très humides, il y aura encore plus d'humidité. Mais sur la carte, j'ai vu que ça concernait surtout les océans. Et en Amazonie, on a plutôt constaté ces 10 dernières années un assèchement des fleuves de plus en plus bas. Et on a très peur que ça se passe comme ça s'est passé il y a une dizaine d'années à Bornéo, que quand les gens mettent traditionnellement le feu à la forêt pour faire leurs abattis, leurs jardins annuels, que ces incendies ne puissent plus s'éteindre,
suite aux sécheresses. Donc on a vraiment très peur par rapport à ça. Mais quand vous dites que plus il y a d'humidité, plus en fait il va pleuvoir, bon, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on constate. Alors, vous avez tout à fait raison sur ce point. C'est un résultat qui décrit très grossièrement les grandes tendances. Du côté de l'Amazonie, on a une incertitude très importante. On a certains modèles de climat qui ont tendance à simuler un assèchement et d'autres plutôt une augmentation des précipitations. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour essayer de déterminer lesquels sont les plus réalistes. Donc en fait, ça tient à la position de la zone de convergence intertropicale, la zone des bandes de pluie, sur l'Amérique du Sud. On sait qu'elle va réagir à un certain nombre de facteurs. Les travaux qui sont en cours visent par exemple à tirer parti d'études de climat passé, des périodes justement plus sèches ou plus humides dans cette région-là, arriver à tester parmi les modèles de climat ceux qui sont les plus réalistes pour des cas particuliers de climat passé et ne conserver que ceux-ci pour explorer les risques futurs. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. On a la même question pour la mousson d'Afrique de l'Ouest. Pareil, une zone de forte densité de population et pour le moment pas de résultats robustes qui soient disponibles en comparant l'ensemble des simulations disponibles. Les Brésiliens d'ailleurs travaillent de plus en plus sur cet aspect de la modélisation du climat compte tenu des enjeux en termes d'adaptation. C'est un point important. Alors, je ne sais pas si vous vouliez réagir sur les scénarios de démographie. Après, prévoir le futur me paraît toujours, au regard de ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'histoire, un exercice extrêmement périlleux. Je me méfie vraiment de tous ceux qui établissent des scénarios de type de science-fiction en disant voilà ce qui va se passer puisqu'on a tel élément. Je ne crois pas qu'on puisse prévoir l'avenir, si vous voulez mon avis. Ça, c'est vraiment mon petit point de vue d'historienne, c'est qu'il faut être extrêmement modeste par rapport au soubresaut historique. Est-ce qu'en 1900, on pouvait prévoir les 2 guerres mondiales, l'avènement des régimes totalitaires, etc. J'en suis pas intimement convaincu. Et les exemples sont foison par rapport à ça. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Là, le travail qui est fait au GIEC, c'est différent. C'est-à-dire on essaye d'évaluer beaucoup plus les scénarios possibles en fonction d'un certain nombre d'éléments disponibles, plutôt que de tracer en fait un chemin historique que l'on peut prendre. Je suis très très méfiante par rapport à ça. Comment les sociétés peuvent réagir, on ne sait pas. Est-ce qu'il peut y avoir demain une réaction forte avec une transformation en profondeur des systèmes? C'est possible, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Est-ce qu'au contraire, les sociétés seront totalement apathiques? C'est possible aussi, c'est déjà aussi arrivé dans l'histoire. Il faut faire, grâce à l'humanité, d'un peu du mystère de son avenir. Je pense qu'on ne peut pas tracer des scénarios aussi précis. Mais par contre, je pense que ce qui va compter le plus en ce qui concerne l'évolution démographique, par exemple, l'évolution de la santé publique, etc., ce n'est pas l'évolution du climat, ce sont les systèmes sociaux qu'on met en place. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et surtout, en particulier, si on met en place des systèmes sociaux incapables de s'adapter. C'est-à-dire si on fait des structures sociales, des jugements sociaux qui figent la société dans une position et ne plus bouger, ça aussi c'est un enseignement de l'histoire. Par exemple, les populations mayas, leur histoire n'est pas tellement liée à une surexploitation de la nature comme ça a été avancé par Jared Diamond notamment, mais plutôt sur une certaine incapacité sociale, politique, culturelle de faire face à une évolution, je dirais, climatique locale. Et ça, c'est vraiment un enseignement qu'on peut tirer, c'est si on fait des sociétés figées, crispées sur des valeurs, surtout sans changer à rien, sans avoir d'ambition, alors là, effectivement, on peut courir à la catastrophe. C'est une question d'être capable de s'adapter, ça veut dire accepter des changements. Et parfois des changements radicaux. Merci. Merci infiniment. On va s'arrêter là pour ce soir. On a déjà en partie... donc, commencé le débat qui sera l'objet donc de notre rendez-vous du 10 décembre. Et puis aussi, on a commencé à parler de la ville,
Donc ça sera le sujet de la semaine prochaine, donc, avec une biologiste, Nathalie Machon, et un météorologue, Valérie Masson.